Jean-François, j'ai une petite question pour vous, même plusieurs à vrai dire. Avez-vous du coup la certitude que Léger a assisté à des matchs de boxe? Parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la question, je crois. Et deuxième question, est-ce que les marottes auraient été créées, c'est une idée qu'on avait eue au tout début de votre travail, suite à la radiodiffusion d'un match important? Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien chronologique entre radiodiffusion de grands spectacles sportifs et la création de Léger? Est-ce qu'on peut établir un lien direct de cause à effet entre un événement et la production de l'œuvre? Oui, merci, Julie. On en avait parlé, effectivement. J'ai fait des recherches nombreuses recherches dans les journaux et j'ai pas pu trouver. On sait par contre, c'était, tu m'avais signalé qu'effectivement il côtoyait des boxeurs. Il faut prendre le micro, rapproche, parce que sinon, comme c'est enregistré, sinon on n'entendra pas les réponses. Dans l'ouvrage Un Normand planétaire, je crois que c'est ça le titre, il y a des photos avec de Léger, avec deux boxeurs, mais on ne sait pas s'ils viennent du cirque, donc auquel cas ça pourrait être des clowns, mais en tout cas avec des gants de boxe, etc. Donc une simulation de la boxe ou la réalité de boxeur, quoi. Donc la question est toujours ouverte. Voilà. Mais certainement, oui. Certainement, oui. On avait essayé de rechercher un certain nombre de journaux sur lesquels on se disait, comme des fois il y a des comptes rendus un petit peu de personnalités présentes, mais en fait... Oui, avec Retro News, j'ai passé un certain nombre d'heures dessus. Et Gallica, c'est quand même une source essentielle dans la recherche, et j'ai rien trouvé. J'ai mis plein de mots-clés et je n'ai pas trouvé. T'as vu aussi? Et sur la deuxième partie de la question, sur le lien entre les boxeurs et un match fameux, il me semblait qu'on avait évoqué cette idée. Mais Dempsey, Carpentier, oui, que peut-être Léger aurait écouté en direct des États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Mais c'était en 1921, donc un peu. Il fait les lutteurs, par contre, en 1920 ou 21, la reproduction les lutteurs qui sont vraiment des personnes complètement intégrées l'une à l'autre dans le style Léger. Mais là aussi, j'ai pas pu voir s'il avait assisté à des matchs de lutte. Ceci étant dit, ce que vous avez évoqué là, notamment au bal de Tabarin, le bal Tabarin est très connu pour mettre alors plutôt avant la Première Guerre mondiale, mais aussi après, pour mettre en avant des spectacles de catch, et notamment de femmes au sein nu à l'époque, déshabillées. C'est vraiment très, très, très célèbre pour ça. Y a-t-il des questions? Oui, Anne. Pardon? J'ai un peu travaillé dessus. Merci beaucoup pour cette matinée extrêmement riche et passionnante. Sur le sujet de la boxe, je pense que ce serait quand même intéressant de confronter Léger à d'autres représentations de boxe. Je pense en particulier au peintre américain Bellows, dont les représentations sont antérieures, pour souligner que, en fait, les aquarelles que vous avez montrées semblent malgré tout liées à la fabrication des marottes, et que le médium choisi par Léger pour aborder la boxe est le médium du spectacle, des marionnettes. Alors, on ne peut pas ne pas penser au cirque de Calder, qui faisait des représentations, et je pense qu'il faudrait creuser un peu la singularité de l'expression choisie pour illustrer la boxe, comme si la peinture avait des limites, alors que la marionnette pouvait restituer cette question du mouvement plus aisément. Je voudrais aussi vous signaler qu'il y a une compagnie qui a longtemps œuvré sur la Côte d'Azur, qui s'appelait la compagnie de marionnettes, pardon, qui s'appelait la compagnie Arquetal, qui vient de mettre fin à ses activités, qui avait créé un spectacle pour le Musée national Fernand Léger autour de Léger avec des marionnettes, parmi lesquelles ils ont recréé une marionnette de boxeur, et que ce fonds vient d'être donné au musée
dans la partie collection d'études. Donc, sur cette question de la marionnette, je pense que ce serait intéressant aussi d'amorcer un dialogue avec ces personnes qui ont fabriqué ces marionnettes pour poser un certain nombre des questions que vous avez posées, par exemple les bras très détachés du corps, mais c'est aussi lié à l'utilisation de ressorts qu'on retrouve dans les marionnettes d'Archétal. Merci. Merci pour ces informations qui va nourrir les prochaines années de recherche. Donc... Comme tu ne savais pas quoi faire, ça... Néanmoins, enfin, moi j'ai trouvé intéressante la réflexion sur la problématique, sur la violence par rapport à cette... Et la vitesse peut-être de ces marottes, peut-être cette force un peu incontrôlée quand on fait tourner les marottes. Et je trouve que l'idée est vraiment intéressante, qui correspond assez bien à un certain nombre de problématiques sur Georges Mossé. On voit bien à quoi on peut les rattacher. Je pense que cette piste-là me paraît une piste intéressante à développer, surtout dans une publication. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres questions ? Oui, je n'ai pas signalé, mais effectivement, il y a un travail de Sherd et Dunning, disciple de Norbert Elias, sur cette augmentation de la brutalité contre une violence, alors que le port des gants devrait le diminuer, quoi. Thomas ? Oui. Merci Christian. Je voulais vous remercier toutes et tous parce que c'était vraiment très passionnant. Vraiment, c'était intéressant et ça donnait du sens. Alors peut-être une information concernant... parce que c'est Orlane et Audrey qui ont parlé de Guillaume Apollinaire, je crois, en montrant qu'il y avait un lien avec Fernand Léger. Il faut voir qu'avant donc, la Première Guerre mondiale, Guillaume Apollinaire avait publié dans la revue Montparnasse de Géo Charles un très joli poème, vous savez, en forme sportive. C'était un boxeur qui boxe avec sa vie et ses 1000 désirs ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Et ce qui prouve bien qu'Apollinaire aussi s'intéressait à la boxe et qu'il y avait plusieurs faisceaux de connaissances. Puis bon, la boxe était très populaire, il y avait beaucoup de spectacles. Et effectivement, c'est évident que Fernand Léger a assisté à des matchs de boxe, ou à des spectacles de boxe. Ça, c'est évident. Moi, j'avais une question quand même, alors pour Jean-Marc d'abord, concernant la danse, parce que en fait, il y a deux types de danse auxquelles est confronté Fernand Léger. Les danses, pour moi, qui seraient enivrantes quand il va voir Loïc Fuller, Isadora Duncan, les ballets. Et ça, c'est effectivement du domaine de l'artistique, créatif, innovant, alors qu'il y a aussi les ballets, les danses, les revues, les danses mécaniques, les Gertrude Hoffmann Girls, dont Paul Éluard fait mention dans ses poèmes. Donc c'est cette modernité mécanique, rythmée, en troupe, et c'est pas du tout les mêmes types de danse. Et moi, je voulais voir finalement si c'était pas plutôt les danses enivrantes qui avaient quand même davantage inspiré, même si tu dis que toutes les danses, évidemment, vont l'inspirer, mais j'ai quand même, dans sa façon de dessiner, quelque chose qui est beaucoup plus rond et beaucoup plus souple. Donc c'est une question que je te pose, et puis j'ai une question pour Orlane et Audrey aussi, parce que j'ai trouvé que la notion du temps et de la roue était vraiment très intéressante sur le kairos et le chronos. Et je crois que c'est aussi le fait d'un artiste que d'arriver à fixer le kairos, le temps, pour le transmettre dans la temporalité longue et donc dans le chronos. Et je trouve que la symbole justement de la scène que vous avez montrée où il tourne en rond, là, effectivement, avec ce côté infini et perpétuel, je trouve que c'est très, très intéressant. Merci. Enfin, moi, j'ai essayé de montrer qu'il était influencé par toutes les danses de son époque, de la plus populaire à la plus élitiste, voire même la danse classique, puisqu'il se permet de la critiquer, ou à d'autres moments de l'encenser, c'est un petit peu, ou de la comparer, par exemple, peut-être que Magali et Pauline nous en parleront, mais quand il compare l'artiste sur sa roue en équilibre au cirque, il ramène à la danseuse classique sur les pointes. Bon, donc il est influencé par tout ça. Et à mon sens, ce que j'ai essayé de montrer, alors j'y suis peut-être pas parvenu complètement, mais c'est que il n'est pas sur la représentation d'une danse.
c'est le mouvement, parce que cette position-là, elle est très figée, mais c'est parce qu'on imagine celui qui l'a fait, qui amène là et qui te permet de projeter du mouvement. Donc pour moi, ça vient à la fois des danses populaires, etc., dont il a écrit maintes et maintes versions, jusqu'aux danses les plus élitistes. Et donc les chorus lines, etc., qui amèneront entre guillemets les chorus lines plus tard, certes il en a vu, mais dans ces corps emmêlés des années 40, on n'est pas sur du chorus line, parce que les chorus lines, souvent les danseurs ou les danseuses sont très séparés les unes des autres pour montrer qu'on est en rythme ou en décalage de rythme, bon, bref. Et là, il est beaucoup plus sur des danses populaires, à mon sens, où on se touche, on se porte, etc., quoi. Je ne sais pas si c'était vraiment une question. Après, oui, effectivement, mais ça ce serait à creuser sur le kéros, le temps éphémère du spectacle, qui s'inscrit dans un chronos, qui est aussi la critique à un moment donné d'une modernité aliénante, etc., si on reprend The Ring. Et puis aussi, même au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le fait que nous, on n'ait pas le ballet aujourd'hui et qu'on se base sur des reconstitutions de ce ballet-là, on est aussi sur comment on arrive à trouver ce fil temporel pour parler finalement d'une œuvre qui était éphémère et qu'on n'a plus, en fait, quoi. D'autres questions? Oui, Anne. Alors, c'est une question pour Monsieur Lemonnier, dont la présentation était très éclairante, en particulier avec ces deux périodes et des différences sensibles dans les modalités de la représentation du corps dansant. Il y a un point qui, à mon sens, aurait pu être plus creusé. En fait, c'est la spatialisation des corps dans cette première période, qui sont toujours, malgré tout, encadrés, soit par une forme libre, qui est une espèce, quelque chose qui pourrait ressembler à une aura, qui serait l'espace personnel de la danseuse, en fait, celui dans lequel virtuellement elle évolue, ou ce qu'on appelle l'espace vital aujourd'hui. Ou alors, il y a des cadres qui ressemblent à des scènes, en fait, qui donnent une idée d'un espace. Donc ça, je pense que c'est un thème qui pourrait être plus creusé. Mais en tout cas, ce qui m'est apparu en vous entendant, c'est que finalement, Léger, quand il mêle dans les années 30 des objets manufacturés comme le jeu de clés et la danseuse, en fait, il y a effectivement une danse des objets, et qu'on pourrait comparer la composition du tableau à une sorte d'exercice chorégraphique de spatialisation des objets manufacturés à côté des corps. Alors que dans la seconde période que vous avez décrite, on n'a plus du tout ces repères spatiaux, ces différenciations. On est dans le all-over, qui est un discours classique sur cette période de Léger. Et il me semble aussi qu'on est plus dans la nudité qu'on l'est précédemment, où il y a des corps nus qui dansent, mais du fait des draperies, des objets, c'est un peu moins présent. Et dans cette deuxième partie, vous avez bien valorisé l'artifice que Léger utilise depuis les années 40, qu'il appelle la couleur en dehors, cette dissociation couleur-forme qui en fait est née pendant la Première Guerre mondiale par les artistes aux armées qui ont inventé le camouflage. Et la présence de ces formes, de ces couleurs surimposées de façon arbitraire sur les corps me fait, moi, penser à quelque chose qui amène un rythme. Et dès lors, c'est quasiment comme si ces couleurs étaient en fait la musique de ces corps dansants. Je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai essayé de montrer la spatialisation juste sur une illustration avec, je me rappelle plus du titre du tableau, mais où il y a un écran de cinéma et il y a tout un tas d'objets qui sont liés au cinéma. Et là, les corps des danseuses sont projetés sur cet écran. Donc là, elles sont encadrées. Et l'idée d'approfondir ça est intéressante parce que on pourrait aller on a effectivement des choses où les danseuses sont très encadrées, on va le dire comme ça, et des choses où c'est plutôt des halos un peu flous. Et les connotations ne sont pas les mêmes parce que dans les halos, entre guillemets, selon l'endroit où elles se trouvent dans la toile,
toile, l'œil est moins attiré. Parce que je maintiens que si il essaie de mettre des corps dansant avec d'autres objets, il n'arrive pas à casser le fait que l'œil humain, il est attiré par le corps humain qui est représenté. Et il essaie parfois de noyer, c'est la danseuse bleue, je crois, de mémoire, où elle est à gauche, dans un halo bleu, de la noyer dans un ensemble d'objets où là, elle disparaît presque. Et puis des fois, il surexpose ce corps avec des points particuliers dans la lecture des toiles qui la mettent en lumière. Donc effectivement, il y aurait peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Et moi, ma petite limite, c'est que je trouvais qu'en voulant faire du corps un objet parmi d'autres, il n'arrive pas à casser complètement l'idée que on est attiré quand même par aller vers ce corps, quoi. Voilà. Oui, peut-être. Quelle que soit la mise en espace. Oui, je pense que c'est une question qui est intéressante, qu'on a rencontrée, nous, avec Jean-Yves, sur la représentation du mouvement. Et notamment cette idée que si on veut représenter le mouvement, on le représente d'autant plus qu'on représente à côté des éléments immobiles. Et ça, c'est ce que Latour développe, le sociologue, Latour développe sur la mise en lien du mouvement. Elle est d'autant plus importante qu'il y a des éléments d'immobilité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Léger abandonne même cet aspect-là. Mais on peut se poser la question, est-ce que dans ce rapport, alors je pense aux acrobates, vous savez, où il y a des projections, on voit des taches noires, et il y a un rapport, même s'il n'y a plus d'éléments immobiles, il y a des éléments où on met en scène, il y a le corps et l'image du corps qui se développe sur le chapiteau. On voit bien ces aspects. C'est-à-dire que même dans le mouvement, on va essayer pour pouvoir mieux se rendre compte du mouvement, qu'il soit en rapport avec une autre forme de mouvement, en fait. Et je crois que c'est un peu cette idée-là, peut-être à creuser. Il utilise des artifices un peu différents en fonction de son évolution dans l'œuvre. Nous, on le reverra, on l'a montré en fonction des différentes séries. Les artifices, les techniques plastiques qu'il utilise évoluent en fonction des époques. Mais ça conforte vraiment ce qui est montré là. Y a-t-il des autres questions? Oui, Anne. Sur la question qui a été posée sur les différents types de danse par lesquels il aurait pu être influencé, je crois qu'il y a surtout un distinguo majeur à faire entre la participation à des ballets, des spectacles de danse qui sont des œuvres collectives où Léger n'était pas le seul maître d'œuvre et où il doit s'adapter à l'argument. Voilà, donc je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est que la création d'un spectacle chorégraphié qui dure un certain temps est une fabrication complexe où, selon les cas, la musique, le texte, l'argument, les décors prévalent, mais il faut toujours avoir cette grille d'analyse de comment ça se produit, comment historiquement, à la manière d'une chronique, ça se construit, comment l'artiste s'y intègre, l'artiste plasticien, est-ce qu'il a un rôle premier, est-ce qu'il a un rôle secondaire, par rapport effectivement à des représentations de danse qu'il fait lui tout seul, parce qu'il en a le désir. Je veux juste rajouter un point. Justement, là-dessus, on en a discuté assez souvent avec Julie et toute l'équipe de Biot et puis Christian. C'est effectivement, au départ, la représentation des tableaux où il y a le mot danse dans le nom du titre m'a questionné parce qu'en fait, ce que je pouvais dire pour la danse, je pouvais parfois le dire pour d'autres tableaux sur les grâces, les femmes, etc. Et donc ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé et il a fallu effectivement que je rentre dans l'idée que ça puisse être des représentations de la danse pour après essayer de décortiquer les choses. Parce qu'en plus, on sait qu'il y a toute la série des plongeurs. Au départ, il y a même eu un doute sur le fait que ça puisse être la série sur les danseurs ou les danseuses. Donc bref, vous voyez, ça questionne, enfin, nous qui arrivons sur cette thématique et sur cette appropriation de représentation picturale, ça nous a questionné parce que, c'est pour ça c'est ce que je défends, est-ce qu'il représente la danse au final, est-ce qu'il représente les danses, etc. Parce que c'est pas si simple d'en tirer des éléments clés, alors que quand il est, comme vous dites, sur Skating Rink ou sur des spectacles comme La création du monde, là on sait que c'est sa vision de la danse ou tout partie de sa vision.
Alors, je me permets de rebondir sur ce qui est dit. Ça paraît intéressant. Le fait qu'on soit entré par les activités physiques est peut-être une erreur dans ce registre-là. Je rejoins assez Jean-Marc sur cet aspect. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, on est plutôt des spécialistes par activité, on va pouvoir amener des éléments particuliers sur le contexte. Mais à des moments, il faut qu'on décloisonne nos activités pour qu'on se rende compte que entre les plongeurs, entre les baigneurs, entre les danseuses, eh bien, ce sont des éléments qui se rassemblent autour à mon avis, d'une thématique, d'une problématique ou d'un concept le plus évident, c'est le mouvement. Et c'est ça, le cœur, en fait. Et finalement, on se retrouve finalement un peu à re-questionner les mêmes choses. On le voit dans tous les cas, que ce soit le boxeur, que ce soit les personnes en roller, ou du moins qui dansent le fonctionnement du roller. On retrouve que le cœur des choses, c'est le mouvement. Et le cœur de ce mouvement, c'est le temps, c'est la vie. Finalement, la question me paraît assez... il y a des points communs qui ressortent là, et je crois qu'on va pouvoir se rebondir sur ces aspects, me semble-t-il. J'ai juste une question à te poser. Ce qui semble intéressant dans nos trois interventions, il y a la mise en évidence des deux mondes qui apparaissent. Le monde de la folie, du cirque, de la déraison. Et puis le monde de la raison, des danses normalisées, et on l'avait d'une certaine manière évoqué. Est-ce que le mouvement ne serait pas une tendance pour réunir ces deux mondes, pour aller au-delà, ou une recherche de la représentation du mouvement? Voilà. Alors peut-être que c'est aussi dans la réflexion qu'on a eue avec Jean-Yves, poussé au paroxysme, c'est le momentum ecstasis, mais on trouve la transe dans le moment, c'est-à-dire qu'il y a la déraison, c'est poussé à son paroxysme d'un mouvement, cette motilité, pour prendre une idée qui montrait un mouvement général, qui touche pas seulement le physique, mais qui touche aussi le social, le politique, eh bien ça pourrait arriver à une sorte de transe et le chaos, et vous l'avez bien montré, le lien avec les socialistes utopistes me paraît absolument intéressant. Mais pour te répondre, je ne suis pas sûr, comme ça, je ne vois pas forcément. Je voulais poser une question sur le patin à roulettes, parce que en fait, le patin à roulettes permet d'accélérer le mouvement individuel par le corps et la maîtrise qu'on a de cet équipement. Et donc ça va dans le sens de cette accélération du mouvement. Et du point de vue du résultat que ça produit, ça peut produire deux choses, c'est-à-dire une espèce d'exaltation de la glisse. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que le patin à roulettes, c'est le premier sport de glisse? Et ça peut aussi produire le chaos total si on ne le maîtrise pas. Donc finalement, cette représentation du patin à roulettes est-elle... Ah bah oui, tu compléteras. Très bien. Orlane? Oui, merci pour votre question. Alors, nous, ce qu'on peut apporter comme élément de réponse, c'est vrai que, si on recontextualise aussi, le patin à roulettes se popularise au cours de cette période. Donc c'est vrai que l'aristocratie s'en empare, on en voit de plus en plus dans les rues parisiennes, et c'est vrai qu'effectivement, pour contrôler tout ça, apparaissent des espaces, des rinks, des espaces de contrôle aussi d'un divertissement qui commence à prendre possession des trottoirs, qui prennent possession de l'espace public. Et effectivement, il faut quelque chose, des dispositifs pour pouvoir contrôler tout ça. Oui, on a un petit peu essayé de relire des travaux d'historiens qui ont travaillé sur l'apparition des patins à roulettes à Paris dès 1880, et puis on a essayé de voir comment c'était appréhendé et tout. C'était un loisir mondain, mais qui s'est de plus en plus popularisé et tout. Puis comment Fernand Léger a pu se confronter à tout ça. Mais effectivement, on n'est pas sur... En fait, on est effectivement sur un divertissement qui libère le corps. Il y a aussi, beaucoup de femmes aristocrates s'en emparent, alors que on est bien sur une manière de se mouvoir dans l'espace, une manière de s'approprier le corps différemment, mais effectivement le tout dans des dispositifs qui sont extrêmement réglés et qui permettent de contrôler le désordre dans la ville. Donc il y a vraiment, c'est tout l'intérêt aussi
d'étudier le patin à roulettes, c'est le désordre, enfin le désordre, la liberté, le contrôle. Et puis, du coup, on trouve que dans le ballet de Fernand Léger, il y a vraiment un rapport entre les deux. Et donc, je crois que tu voulais compléter. Oui, j'ai donc un collègue doctorant avec moi, Alexandre Chartier, qui est d'ailleurs en contact avec le musée, qui a fait sa thèse sur l'histoire du roller, donc de ma direction. Et dans l'entre-deux-guerres, dans l'entre-deux-guerres, notamment avec le Veldiv, il y a des représentations de rollers et notamment américaines, avec les compétitions avec les Américains, avec les Italiens, très, très important. Il y a une culture aussi italienne du roller. Et on a vu apparaître ces deux formes encore, les formes du derby, là, un peu libérées, dans lesquelles tout ou presque est permis avec les roller catch. On a quelques films là-dessus. Et puis les compétitions de vitesse en roller, dont la première championne du monde de 18 ans est bordelaise en 1939. Juste un petit mot sur... Merci Jean-François. Juste un petit mot sur la question de l'ordre et du désordre dans la pensée de Léger dans les années 20. Puisqu'en effet, on parle de cette période de l'entre-deux-guerres dans l'histoire de l'art comme d'un retour à l'ordre. Et Léger s'inscrit complètement dans cette période. Après la période des avant-gardes, où justement on libère complètement la création, Léger, dans sa pensée, on le sent aussi, revient à l'ordre. Il est assoiffé de liberté, mais il veut, comme il dit, organiser le spectacle extérieur. C'est-à-dire qu'il pense que le monde n'est pas assez organisé, que l'accélération, la vitesse, toute chose qu'il prônait, enfin, l'intensité de la vie, etc. Là, il commence déjà à avoir un peu un esprit critique sur cette vitesse qui rend fou. Et donc il y a tout un courant de pensée en fait, dans lequel Léger s'inscrit toujours, puisqu'il est vraiment, comme on l'a dit, inscrit dans le temps présent. Et c'est le temps du retour à l'ordre aussi, cette période. Donc c'est intéressant de le mettre en relation avec ses productions dans les années 20.